des problèmes avec la communauté internationale et est en train de trembler avec l'arrivée au pouvoir de Joe Biden et de Kamala Harris comme vice-présidente. La crise anglophone, c'est le régime Biya qui n'a pas voulu apporter des solutions aux revendications de 20% de la population camerounaise qui se sentait marginalisée. Ils ont voulu marcher. La seule chose que le régime Biya a trouvé, c'était d'envoyer l'armée. C'était de tirer. C'était de traîner par terre les avocats, d'aller dans des cités universitaires, traumatiser les étudiants, les mettre trempés dans la boue, les violer. Ce qui a entraîné la révolte. Cette révolte a abouti à cette guerre dont, selon les États-Unis, lorsqu'on a écouté Tibor Nagi, le bilan humain est de 12 000 morts. Les États-Unis ont donc regardé la crise anglophone se développer. Paul Biya a profité de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, qui avait un slogan America First. Ce qui signifie que pour lui qui prenait les pays africains, les jugeait des pays de merde, ne voulait pas s'en occuper et parce que sa priorité n'était pas la démocratie, les droits de l'homme, le règlement des conflits. Lui, qui n'était en fait qu'un homme d'affaires, a d'abord voulu relancer la machine économique des États-Unis, laissant les États-Unis presque à la remorque du concert des nations qu'il tenait comme la locomotive. Tibor Nagi avait déjà montré que le régime de Yaoundé n'était pas un régime démocratique et ne voulait pas résoudre la crise anglophone. S'il n'aurait eu, et si ça ne dépendait que de lui, les États-Unis auraient eu à intervenir. Mais Donald Trump, ce n'était pas sa préoccupation. Mais aujourd'hui, les choses ont complètement changé avec l'arrivée des démocrates au pouvoir et surtout de Joe Biden, qui a pour bras droit une dame que le Cameroun connaît parfaitement, qui ne porte pas le régime Biya à cœur et qui connaît parfaitement la crise anglophone. Et elle n'est pas seule. Kamala Harris a été procureur. Donc connaît justement comment attaquer un État. Surtout, elle a été au Congrès américain pendant pratiquement 6 ans. Et rappelez-vous,
c'est elle qui a été la première à demander officiellement aux États-Unis, à la communauté internationale, d'intervenir au Cameroun contre le régime Biya qui était en train de massacrer des populations civiles, les femmes, les enfants. Elle a été claire, directe, nette et a entraîné avec elle 10 sénateurs américains à rédiger une pétition qui a été adressée au secrétaire d'État américain Pompeo. Et pourquoi est-ce qu'elle l'a fait? À quel moment l'a-t-elle fait? Un incident était survenu au Cameroun qui a fait que la goutte d'eau déborde le vase. En effet, le 30 octobre 2018, est assassiné à Buis un pasteur américain. Ce pasteur américain, né en 1974, s'appelait Charles Wesco. Il venait d'arriver au Cameroun à peine 15 jours lorsqu'il a été abattu dans sa voiture. Cette affaire a révolté les États-Unis, d'autant plus que en 2015, il était déjà au Cameroun, donc un an avant le déclenchement de la guerre anglophone. Et il avait dit à sa famille que le Seigneur lui a demandé d'aller s'installer au Cameroun où il a une mission divine. C'est ainsi qu'il va vendre ses maisons, ses biens, et va venir s'installer, pour s'installer au Cameroun. Lorsqu'il est tué dans sa voiture, le 1er novembre 2018, le porte-parole du ministère de la Défense, qui était à l'époque celui que j'appelle souvent mademoiselle quelque chose là, et qui est déjà parti à la retraite, avait pondu un communiqué en disant que il avait été attaqué parce que la veille, soit dit d'abord, soit précisé, le gouvernement camerounais, lorsque l'affaire sort, dit non, c'est une balle perdue. Et le colonel Badjek est donc venu dire dans son communiqué qu'il s'agissait des hors-la-loi, des terroristes anglophones qui l'ont abattu. Et il va même préciser que c'est avec le calibre 12 que l'armée camerounaise n'a rien à voir. Ce sont ces terroristes qui ont voulu mettre ça sur le dos de l'armée camerounaise. Pendant qu'on y était, la version qui sera donnée par l'épouse du chauffeur américain qui conduisait Charles Wesco va venir contredire la version de l'armée camerounaise. Et puis l'agence américaine qui va recouper les informations, Reuters, va dire c'est bien l'armée camerounaise qui a délibérément tiré sur le pasteur américain. Et ce pasteur n'était pas n'importe qui, parce qu'il est issu d'une famille très puissante. Donc, par exemple, son propre petit frère, Timothy Wesco, est sénateur républicain pour l'Indiana. C'est donc
agression que Kamala Harris va donc réunir les sénateurs pour exiger une intervention des États-Unis au Cameroun, va charger le régime Biya de crimes contre l'humanité. Et elle va s'appuyer également sur une autre parlementaire qui d'ailleurs est présidente du caucus noir au Congrès et qui s'appelle Bass. Catherine Bass, Ruth Bass, va donc faire aussi une pression par rapport au fait qu'elle est la présidente du sous-comité des affaires étrangères et des droits de l'homme au Congrès américain. Ça fait donc 2 femmes. Et je vous ai dit que ce qui a été signé, c'est une pétition par 10 démocrates. Et je vous dis que c'est eux qui sont au pouvoir. En juin 2019, après une résolution du Congrès américain qui demandait au régime de Yaoundé, qui imposait au régime de Yaoundé de négocier, d'arrêter la guerre, qu'on ne pouvait pas continuer à faire de la guerre, donc de déposer les armes, le cessez-le-feu, et surtout imposer à Yaoundé la négociation ou le dialogue. Ça, c'est Catherine Ruth Bass qui va le dire avec toutes les parties. Entre-temps, n'oubliez pas qu'elle a reçu plusieurs fois les Ambazoniens. Plusieurs fois. Donc, elle écoutait. Avant même d'aller à Yaoundé. Puisqu'elle est désignée par le Congrès américain pour descendre à Yaoundé, justement en juin 2019. Elle va arriver à Yaoundé avec une délégation de 7 élus américains qui seront reçus par le Premier ministre, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, le ministre de la Défense, Joseph Betia Samon, puis Kavaye Yege Djibril, le président de l'Assemblée nationale, et elle va aussi recevoir des personnalités de l'opposition, telles que Maurice Kamto, telles que Maître Akeremouna. Elle va repartir en demandant à Yaoundé de négocier et de faire que la paix revienne rapidement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. N'oubliez pas que, même si l'administration américaine, l'administration Trump, n'a pas eu à intervenir au Cameroun, elle a quand même commencé des sanctions. Première sanction, les États-Unis avaient retiré 300 militaires qui soutenaient l'armée camerounaise dans la lutte contre Boko Haram, suite à un reportage qui a montré des exécutions extrajudiciaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les États-Unis se sont lavé les mains. N'oubliez pas que les États-Unis, l'administration Trump, avait suspendu le Cameroun des accords de la loi. Même si le Cameroun était reparti se mettre à genoux, cette sanction n'a jamais été levée. Or, les démocrates ont dit qu'il fallait aller plus loin et exiger l'intervention. N'oubliez pas qu'il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que le 24 février 2020, que la même Catherine Ruth Bass avait écrit un communiqué après avoir reçu Maurice Kamto
aux États-Unis quand il est venu ici pour une tournée. Elle a écrit que j'ai reçu M. Maurice Kamto. Nous avons parlé de la gouvernance, des droits de l'homme, de l'avenir du Cameroun. Et beaucoup plus loin, elle mettait l'État du Cameroun en garde. Que si quelque chose arrivait à Maurice Kamto, parce qu'il y avait, selon les renseignements des États-Unis, des menaces claires sur la vie de Maurice Kamto. C'est donc Madame Basse qui va dire aux États-Unis qu'il faut avertir au régime de Yaoundé. Une semaine après, en disant qu'il faut que Maurice Kamto arrive au Cameroun, ne soit pas assassiné et ne soit plus emprisonné. Voilà pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé était embarrassé. Ne pouvait pas remettre Maurice Kamto en prison. Vous avez vu, on a préféré le séquestrer. Parce que c'est les États-Unis qui faisaient la pression. Et cette pression sera encore plus intense avec ce qui vient de se passer. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup à Yaoundé dire non, Trump était le meilleur président pour l'Afrique. Parce qu'effectivement, il laissait les dictateurs africains faire ce qu'ils veulent. Ils s'en fichaient. Mais les États-Unis, surtout les démocrates, ce n'est pas ça. Même s'ils n'envoient pas généralement leurs soldats sur le sol africain, sur le plan diplomatique, ils agissent de façon très forte. Cela veut dire que dans les prochains mois, ne soyons pas surpris que l'affaire du Cameroun, qui n'a jamais été officiellement débattue au Conseil de sécurité des Nations Unies, soit portée sur la table. Et ce sera le début du goulot d'étranglement. Parce que dès que ça va au Conseil de sécurité, c'est là où la CPI commence à agir contre les autorités camerounaises. Je dis bien, moi, je ne parle même pas encore d'intervention militaire. Ils vont commencer à agir sur l'embargo des armes. Puis, ils vont agir sur le plan financier pour étouffer, étrangler. C'est comme ça que l'administration américaine et surtout les démocrates agissent. Les démocrates qui sont là, c'est la suite de Barack Obama. D'aucuns se souviennent de ce que l'administration Obama a eu à faire en Afrique. Depuis donc des années, on a demandé au régime Biya de négocier, de dialoguer. Ils n'ont fait que tourner en rond. Tourner la communauté internationale en bourrique. Mais ils oublient une chose. Mobutu l'a fait. Et quand Mobutu devait tomber, la veille, il avait même déjeuné avec l'ambassadeur américain. Avec donc ce qui vient de se passer aux États-Unis, ceux qui savent lire la géopolitique savent que actuellement, là, le régime de Yaoundé est en train de trembler. Le régime de Yaoundé est
est presque à l'échafaud. Le régime de Yaoundé ne peut plus tricher.